Et voilà, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Vous le disiez, nous allons parler de relations entre l'Égypte et le Japon. Et pourquoi? Eh bien parce que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu cette semaine le ministre japonais des Affaires étrangères. Le chef de l'État a examiné avec le ministre la coopération bilatérale étroite et fructueuse dans les divers domaines. Et nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste, donc pour nous parler un petit peu plus de ces relations. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour, ça va? J'espère que tout se passe bien. Bah oui, ça va, ça va. Alors, le président, c'est vrai que là, on voit le Japon comme un partenaire fort de l'Égypte. On se doute certainement que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Japon en 2019 a ouvert la voie à différents projets. On a différents domaines dans lesquels le Japon participe. Également en exportation et en importation, on a des chiffres qui ont augmenté. Alors rapidement, les exportations égyptiennes vers le marché japonais a connu une hausse de 76% l'année dernière. Également, les importations ont augmenté de 18%. Bref, on a un partenaire fort en Asie qui est le Japon. Oui, en fait, un partenaire très fort avec qui l'Égypte partage des relations historiques importantes et qui dispose d'une réputation très positive parmi le peuple égyptien et parmi les différentes administrations successives en Égypte. Alors aujourd'hui, le Japon est un partenaire, je dirais, idéal pour l'Égypte, d'autant plus que oui, il se situe en Asie, donc varier les partenaires stratégiques. C'est très intéressant d'avoir des partenaires en Asie, que ce soit le Japon ou la Chine, mais aussi il faut savoir que l'Égypte et le Japon misent sur un nombre de dossiers, surtout et avant tout l'éducation, grâce à l'expérience des écoles japonaises qui a commencé et qui a eu des échos très positifs au sein de la société égyptienne et qui pourrait dans les prochaines années former une jeunesse capable de vraiment, je dirais, booster l'industrie et booster la patrie. Et il faut vraiment lire les relations extérieures du président Abdel Fattah el-Sisi, ou à l'époque du président Abdel Fattah el-Sisi, dans le cadre de la stratégie nationale. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un lien entre la stratégie nationale et les relations internationales. Alors, stratégie nationale, il y a un intérêt particulier qui est donné au secteur industriel et au secteur éducatif, à la technologie de pointe, à la technologie numérique. Et bien sûr, si on parle du Japon, c'est un partenaire idéal pour ces domaines-là. Mais aussi, durant cette visite, l'Égypte a fait savoir aux parties japonaises que pour les investissements et les opportunités d'investissement en Égypte, le Japon sera le bienvenu, il aura un soutien important. Parfait. Docteur Nesrine, bonjour, premièrement. Et deuxièmement, on parle également du gouvernement égyptien qui tient à tirer profit des expertises japonaises dans le domaine de l'industrie automobile et de les transférer au marché égyptien. Où sommes-nous quand même dans ce trajet ou ce grand projet? Bonjour. Alors, dans le projet en général de l'industrie automobile, il y a eu des pas qui ont été faits et même avant cette rencontre entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères japonais, il y avait un important événement lors duquel la ministre de l'Industrie et du Commerce, Ngame, a donné le coup d'envoi à un premier véhicule égypto-émirati. Donc vraiment, c'est clair que le gouvernement accorde un intérêt particulier au secteur industriel, automobile, ferroviaire, dans différents domaines. Et bien sûr, où sommes-nous? Nous sommes maintenant en train de mettre en place les assises de ce projet pour véritablement permettre davantage je dirais, progrès dans ce domaine, parce que vraiment l'expertise japonaise elle dispose d'une grande, je dirais une grande réputation en Égypte. Elle est fiable, crédible aux yeux des Égyptiens, et ce partenariat-là sera certainement bénéfique pour les deux parties, d'autant plus que l'Égypte aussi est un grand marché consommateur
et un des plus grands marchés d'abord du Moyen-Orient, mais aussi Oui. de l'Afrique, et un apportail important pour passer en Afrique. Alors c'est vrai que le Japon est un pays discret par rapport aux autres puissances. Il investit un petit peu partout à travers le monde, mais de manière discrète. Mais lorsque il fait une chose, on la remarque. Je pense notamment au Grand Musée d'Égypte, qui a été en partie financé par le Japon. Des choses dans le domaine de la culture qui nous ont éblouis. On ne savait pas que le Japon accordait un intérêt aussi important à la culture. On voit aussi l'opéra qui a été l'opéra du Caire, qui a été également un financement japonais. Bref, un partenaire discret, mais qui a un penchant remarqué pour la culture. En fait, le Japon est un partenaire discret, mais actif. Discret parce que je crois que c'est pas seulement le Japon, c'est tous les pays asiatiques, mais encore plus le Japon parce qu'il y a ce côté très calme, très persévérant, très patient, très stoïque aussi par moment. Mais en fait, le Japon, c'est pas un pays de propagande, c'est-à-dire c'est pas un pays qui va se servir des aides ou des financements ou de son expertise ou de son partenariat ou sa coopération avec d'autres pays pour redorer son blason. C'est pas la stratégie japonaise, c'est vraiment un partenariat de base réel. Alors oui, c'est un pays très pacifique dans son histoire comme aujourd'hui, et puisque c'est un pays pacifique, c'est très normal que tous les financements, partenariats, formes de coopération japonaises soient orientés vers le côté culturel, éducatif, industriel, tout ce qui peut vraiment construire une nation et garantir de bonnes relations entre les deux peuples, parce que tout ce qui est constructif, tout ce qui est culturel, c'est ça véritablement qui perdure et qui laisse une impression importante. Et oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Opéra du Caire et le Grand Musée. Alors aujourd'hui, pour toutes les personnes qui souhaitent des divertissements grandioses en Égypte, que ce soit en se rendant à l'Opéra du Caire ou au Grand Musée, il y aura toujours une touche, une présence japonaise très importante. Oui, Dr Nesrine, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ensemble ce commentaire sur les relations égypto-japonaises culturelles. Voyons ensemble. L'Égypte et le Japon. Les relations entre les deux pays sont profondément enracinées dans l'histoire. Depuis la visite de la délégation japonaise des sous-marins en Égypte en 1862 et 1864, où elle s'est rendue aux pyramides, suivie de l'ouverture d'un consulat par le Japon à Alexandrie en 1926 et l'ouverture par l'Égypte de son consulat général à Kobe la même année. À l'époque de la Renaissance, introduite par Mohammed Ali Pacha et le Khedive Ismail, ils ont admiré le train égyptien, la propreté des salles de bain publiques et les pyramides. Les Japonais ont exprimé leur admiration de l'expérience égyptienne et des tribunaux mixtes. L'histoire des relations entre les deux pays est riche en coopération culturelle, notamment l'Opéra égyptien, ouvert en 1988. Son nouveau bâtiment, construit suite à un don du gouvernement japonais, se trouve dans l'île d'El Jazira au Caire. Le bâtiment a été conçu dans un style islamique. Ce grand édifice culturel, inauguré le 10 octobre 1988, est l'alternative à l'Opéra du Khedive, conçu par le Khedive Ismail en 1869. Il a été incendié le 28 octobre 1971, après avoir été un phare de la culture pendant 102 ans. L'ambassadeur du Japon a également offert la salle japonaise à la princesse Aïcha Fahmy lors de sa visite au palais. La salle était éblouissante avec des inscriptions et des lampes japonaises traditionnelles. La pièce est ornée de statues peintes en or. Des mots et des images en japonais sont encore gravés sur les murs de la pièce. Le musée des animaux a été créé en 1914. Le kiosque japonais, un petit musée
situé à l'intérieur du parc, a été conçu en 1914. Il renferme des collections de photos anciennes et nouvelles du zoo. Le kiosque a été créé pendant le règne du roi Fouad en 1924, à l'occasion de la visite du prince héritier du Japon en Égypte. Et enfin, le projet du Grand Musée égyptien en cours de construction est le plus grand de son genre dans le monde. C'est un don de l'Égypte et du Japon pour l'humanité. Cette longue histoire de relations constitue une base forte pour la coopération actuelle et future entre l'Égypte et le Japon. Alors, docteur Nesrine, avant ce reportage, justement, nous parlions de la discrétion du partenariat avec le Japon. Nous avons vu au cours des dernières années un intérêt particulier de la part des grandes puissances pour le continent africain. Nous avons vu les sommets Russie-Afrique, Chine-Afrique. Bref, il y a aussi un sommet Japon-Afrique, TICAD, qui est en train d'être préparé et qui va se tenir cette année, qui s'est tenu également en Tunisie. Là, on voit également que le Japon veut absolument avoir sa main également sur le continent africain, au milieu de ces grandes puissances qui essayent de se faire une place favorite. En fait, il y a une ruée vers l'Afrique, et ça c'est clair. Il y a tout un conflit, même s'il faut vraiment parler de la situation de l'Afrique, il y a tout un conflit entre les États-Unis et la Chine en raison du continent africain, et il y a une vraiment grande présence de presque toutes les puissances dans le continent africain. D'autant plus que certains pays en Afrique, comme l'Égypte, représentent le portail de l'Afrique et représentent aussi un pays qui dispose de relations historiques avec plusieurs puissances et puis dans le monde, et historiques parfois qui remontent même au-delà des temps modernes. Et par conséquent, il est tout à fait normal que l'on accorde un intérêt particulier à l'Égypte, mais aussi à tous les autres pays du continent noir. Alors, quand on parle de l'Afrique aussi et du Japon, oui, il y a le sommet du TICAD qui est prévu en Tunisie et qui est tout à fait ordinaire avec les différents sommets que l'on voit tenus très régulièrement. On a Russie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique, Inde, Afrique. Donc aujourd'hui, il y a des partenariats entre d'abord les instances internationales comme par exemple l'Union africaine, l'Union européenne, mais aussi chaque pays cherche à, donner un goût particulier, une arôme particulière et singulière à ses relations avec l'Afrique en maintenant des relations qui sont sur le plan de son propre pays. Et bien sûr, le Japon a emboîté le pas à toutes les puissances du monde, notamment les puissances asiatiques comme la Chine, comme l'Inde, et il a une présence aujourd'hui en Afrique, mais comme on l'a dit, une présence qui se fait moins remarquer, mais qui est très douce, c'est plutôt du soft power très constructive et qui a un impact très positif pour la plupart des Africains. Il faut savoir que le côté du soft power est très important à l'époque actuelle, parce que l'Afrique, c'est un continent qui est passé par des événements importants dans son histoire et qui a des chapitres, je ne veux pas dire noirs, mais parfois amers avec certaines grandes puissances dans le monde. Et par conséquent, aujourd'hui, les puissances qui souhaitent soit investir, soit avoir une présence n'importe laquelle en Afrique, ils doivent miser surtout sur la force ou l'impact ou l'efficacité du soft power, parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse africaine cultivée, très ouverte au monde et qui attend une forme de partenariat et de coopération différente par rapport à ce qui se passait dans le passé. Et donc ça doit être un partenariat qui est basé sur les idées ou le principe gagnant-gagnant,
où véritablement chaque partenaire va trouver quelque chose qui lui permet de se développer. Aussi, il faut savoir que la jeunesse africaine est un partenaire et un acteur très important sur le terrain qu'on ne peut pas négliger, que même les dirigeants de l'Afrique ne peuvent pas négliger, ils doivent le prendre en compte. Et c'est une jeunesse qui est assoiffée de culture, d'ouverture vers le monde, de technologie, d'avancer dans le domaine numérique, dans le domaine de l'industrie. Et surtout le domaine numérique qui est devenu aujourd'hui comme, je dirais quoi, la magie qui ensorcelle la majorité de l'Afrique. Donc, tant qu'il y a un partenariat dans ces domaines-là, tant que cela va permettre le progrès de la société et le développement et l'épanouissement de la jeunesse, je crois que ça va avoir un écho positif. Et je vois d'ailleurs que les Japonais ont bien compris cela et ils misent sur cela. Oui. Alors, oui. Vas-y. Alors le fait que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui soit venu rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est aussi montrer l'intérêt qu'a le Japon en termes de la sécurité de la région. On sait que l'Égypte est impliquée dans différents sommets pour trouver des solutions aux crises différentes. Je pense notamment à la Libye, je pense au conflit israélo-palestinien, je pense également à différents conflits dans la région et où l'Égypte est un acteur fort. Et effectivement, le Japon, pour pouvoir investir, il doit se garantir un minimum de garantie de sécurité et l'Égypte peut lui offrir cette garantie-là puisque c'est, on va dire, c'est le pays le plus fort en termes de la sécurité dans la région. Le pays le plus fort est le pays qui a le plus d'expérience en termes de sécurité, de guerre, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre milices, de lutte contre guérilla. Et c'est le cas maintenant, pas seulement dans la région et dans le monde, avec tout ce qui se passe en Asie, avec l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. Il est sûr qu'il y aura un impact sur tout le continent asiatique, y compris le Japon, même si le Japon est un peu plus loin. Mais il y aura des impacts certains et sûrs dans les prochaines années. Je ne dirais pas jours, mais je dirais années. Je serais plus logique quand même. Mais l'Égypte, elle dispose d'une importante expérience dans le domaine et d'un poids important, pas seulement dans la région de la Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'Afrique et du monde arabe, mais aussi sur le plan planétaire. Et par conséquent, un partenariat avec l'Égypte peut garantir d'abord les intérêts du Japon dans cette région-là du monde, le Moyen-Orient et l'Afrique, mais aussi peut permettre aux côtés japonais, si jamais il y a des menaces ou des risques, de pouvoir profiter de l'expertise égyptienne, parce que l'expertise égyptienne est véritablement en matière de sécurité, de protection, et je dirais aussi de prévision de dangers ou de risques ou de menaces, surtout de type terroriste ou transfrontalier, est véritablement énorme. C'est un véritable trésor dont profitent beaucoup de partenaires internationaux, y compris l'Europe. Oui. Docteur Nesrine, également, si on parle de l'Égypte en tant que pays stratégique au Moyen-Orient, au sud de la Méditerranée, l'Égypte quand même fait figure d'alliances stratégiques de part et d'autre, que ce soit par exemple avec la Grèce, que ce soit avec le monde arabe, l'Afrique tout entière. Je pense que l'Égypte, de jour en jour, acquiert plus d'importance stratégique. En fait, il faut se rappeler que d'ailleurs, d'abord, lors de la conférence de presse qui s'est tenue juste après l'entretien entre le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, et le ministère des Affaires étrangères japonais, il y avait tout de suite une réaction japonaise par le fait que le ministre japonais des Affaires étrangères a bien souligné ce côté stratégique, la force et la puissance de l'Égypte, mais aussi qu'ils ont discuté ensemble les dossiers du Moyen-Orient, la situation dans le monde et aussi la situation en Afghanistan. Donc c'est clair que déjà le Japon, il a une vision particulière en la matière. Mais aussi il faut savoir que en 2014, quand le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir suite à la révolution de 2013, la situation en Égypte, je parle bien sûr pas à l'intérieur, mais je parle de l'extérieur. L'extérieur, l'Égypte est dans une position difficile parce qu'il y avait une révolution populaire que le monde avait, pour une raison ou une autre, décidé de ne pas reconnaître. Mais on était
isolé et notre membership était gelé même ou suspendu dans l'Union africaine. Et vraiment, avec beaucoup de persévérance, d'intelligence, de patience, le président a pu restituer non seulement tout ce qu'on avait vu être suspendu durant 2013, mais encore plus des alliances et des partenariats stratégiques que l'Égypte avait perdu depuis presque, je dirais 3 ou 4 décennies en avance. Et il a bien annoncé cela dans son discours. Il a dit que moi, mon objectif ici, c'est surtout et avant tout de renforcer les relations, les liens, les partenariats stratégiques, mais aussi que son objectif était encore d'aller plus loin, tel que diversifier les partenariats et créer de nouveaux partenariats. Et si on regarde aujourd'hui, l'Égypte n'est pas en animosité avec n'importe quel pays dans le monde. Au contraire, on maintient de bonnes relations ou des relations un peu plus distantes, mais en général, il y a des partenariats, des coalitions très puissantes et vraiment qui permettent à l'Égypte d'abord de jouer le rôle d'un acteur important dans la région, mais aussi de venir en aide aux pays de la région. Rappelons-nous les derniers épisodes de ce qui s'est passé dans le territoire palestinien. C'est l'Égypte qui a pu véritablement mettre en place l'accalmie actuelle et garantir le minimum de reconstruction de la bande de Gaza. Donc véritablement, il faut reconnaître cela, il faut reconnaître aussi que tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est un plan et une vision stratégique de l'État qui a été développée tout au long des 7 dernières années. Docteur Nesrine, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Docteur Nesrine Chokri, journaliste et écrivaine. Merci à vous. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noah. Merci Samah, merci à vous. Nos programmes se poursuivent jusqu'à 13h. Restez avec nous. À très bientôt.